pour moi, un nanar, quand on parle d'un bien immobilier, c'est malheureusement un bien immobilier qui ne se vend pas, qui reste très longtemps sur le marché, qui passe d'agence en agence, donc qui était en vente à l'instant T dans une agence, puis dans 3, puis dans 2 de moins, mais une nouvelle. C'est ça que je pourrais définir un nanar, un bien qui ne se vend pas, ça c'est fondamentalement la définition, et qui passe d'agence en agence. J'en ai vu un moi-même ce week-end dans la Manche en me promenant, c'est le nombre de panneaux. Je suis passé devant une maison ce week-end où il y avait 6 panneaux d'agences immobilières différentes sur la même maison. Donc ça c'est clairement, pour moi effectivement oui, le signe d'un nanar visible. Ce qui est moins visible, mais on peut le savoir en posant des questions, c'est le délai de vente. Alors on sort d'une période d'euphorie immobilière où au-delà de 3 mois on trouvait ça pas normal. Bon, maintenant on va revenir à des délais un peu plus longs. Mais on va dire qu'un bien immobilier qui ne se vend pas depuis plus de 6 mois, plus d'1 an, ça cache forcément une information qui peut le définir comme un nanar, ou aussi un bien qui a été visité beaucoup de fois. Quand nous, agents immobiliers, on rencontre un propriétaire d'un bien qui était déjà en vente, on lui demande s'il a déjà eu des visites. Si on nous répond oui, une 50aine, c'est à nouveau un nanar. La première visite, effectivement, que ce soit celle d'un agent immobilier ou celle d'un acheteur qui va visiter une maison pour la première fois, elle est importante. Il faut être attentiste, surtout dans le cadre justement d'un bien hors copropriété. Un appartement, c'est un peu différent, mais une maison, en général, il y a des extérieurs, il y a une façade qui est importante parce qu'elle n'est pas mutualisée dans la copropriété, il y a des dépendances, etc. Donc faire un tour en regardant, en scrutant avec précision justement déjà les éléments de façade, voir si on n'a pas des fissures, petites ou grandes, mais en tout cas si on n'a pas des fissures, et selon leur taille, leur importance, les conclusions seraient différentes, mais chercher l'absence ou pas de fissures sur une façade. S'il y a des caves, regardez également si les murs des caves ou des sous-sols semblent sains. Est-ce qu'on n'a pas des traces d'humidité temporaire, parce qu'on peut visiter un sous-sol l'été et complètement sec, mais on voit des traces sur les murs qui montrent que l'hiver, c'est peut-être pas forcément le cas. Point important également, on doit forcément, en tant qu'agent immobilier ou un acheteur qui veut se positionner sur une maison, tout visiter, et notamment les combles. Ça, c'est très important, parce que ça peut cacher tout un tas de choses, volontairement ou involontairement, mais c'est important. Et il y a une notion aussi qui est un peu plus récente, qui est pour moi liée un peu au risque naturel, avec des périodes de sécheresse successives. Moi, agent immobilier, avant d'aller estimer un bien, je consulte les cartes des risques naturels, qui sont gratuites et accessibles à tout le monde sur Internet, même un particulier peut les voir. Si je vois des cartes de zones de gonflement, retrait d'argile, inondation et ainsi de suite, je fais gaffe aux questions que je pose aux propriétaires que je rencontre. Forcément, parce que le bon emplacement est celui qui va soit prendre de la valeur le plus vite dans un marché haussier, ou soit, comme on commence à connaître en ce moment, c'est celui qui va perdre de la valeur en dernier dans un marché baissier. Donc forcément, effectivement, l'emplacement, il est très rassurant. Il peut aussi parfois justifier de payer un bien immobilier un petit peu cher, parce qu'on le sait, dans un emplacement bon qui perdra jamais ou peu de valeur. Alors qu'à l'inverse, j'ai parfois des clients qui investissent dans des biens immobiliers dans des secteurs moins cotés, qui font des travaux, qui vont vraiment majorer du coup en plus le prix d'achat, et qui un jour ne retomberont pas sur leurs pieds parce que l'emplacement ne justifie pas un certain prix. Donc oui, l'emplacement, c'est pas la seule chose, mais c'est important dans l'immobilier. Alors, il y a 2 types d'acheteurs qu'on rencontre, nous. Il y a l'acheteur qui est expérimenté, qui recherche depuis plusieurs mois, qui a déjà fait plusieurs visites. Et cet acheteur-là, même s'il n'est pas agent immobilier, il a une connaissance du marché et il arrive à placer le curseur, de voir si le prix est cohérent à quelques pourcents ou déconnant. Le problème, il peut se poser pour les acheteurs qui sont soit non expérimentés, ou soit les gens qui viennent d'une autre région. Et on a par exemple dans ma région en Normandie, le cas classique des personnes venant de la région parisienne, qui ont des forts pouvoirs d'achat, de par des salaires importants ou par des reventes immobilières à prix fort. Et chez nous, évidemment, les prix sont bien plus faibles. Donc du coup, effectivement, il faut bien évidemment comparer, poser des questions sur le délai de mise en vente, etc. Et par exemple, un bien qui serait affiché, on en revient toujours au même, depuis plusieurs mois à un certain prix, qui ne s'est pas vendu, veut dire que ce prix n'est pas bon. Et c'est un vrai indicateur de vérification du prix pour l'acheteur qui visite.
côté acheteur, encore une fois, poser les questions que nous on va poser, ne pas avoir peur de les poser et pourquoi pas les écrire. Moi par exemple en tant qu'agent immobilier, je fais depuis quelques années remplir un document écrit à mon vendeur qui est un questionnaire et qui notamment dans son dernier paragraphe demande au vendeur de déclarer tout élément connu de lui seul et non visible par moi ou par l'acheteur. Demain, si j'étais un particulier qui cherchait une maison et qui l'a trouvée de particulier à particulier, je ferais la même chose. J'enverrai un mail pour laisser une trace écrite au monsieur ou au couple qui est en train de me vendre sa maison en me demandant s'il a des choses à me signaler, à me déclarer sur son bien immobilier qui n'était pas visible lors de la visite. Par exemple, des inondations récurrentes d'un sous-sol, par exemple un litige avec un voisin, un tiers. Et le fait de poser la question par écrit, un simple mail peut suffire, et d'obtenir une réponse du vendeur, soit qui déclare quelque chose ou qui dit non, il n'y a rien de particulier, ça sera une vraie base juridique derrière en cas de fausse déclaration. Donc je conseillerais à un acheteur d'avoir un petit écrit avec son vendeur, lui rappelant que s'il y a quelque chose à signaler, il faut qu'il le fasse. Quelque chose de non visible. Et dans les deux sens, ça peut effectivement avoir des choses. Par exemple, les projets proches. Dans ma ville, en ce moment, on a une refonte du projet du tram. Et donc, dans certains quartiers qui n'avaient pas le tram, on va l'avoir. Et donc, ça va avoir une influence sur le marché immobilier des prochaines années. Ça commence déjà à l'avoir. Et à l'inverse, en campagne, à quelques kilomètres au sud de Caen, il y a un grand projet éolien qui fait débat et qui, lui, dans l'autre sens, risque aussi d'influencer légèrement l'immobilier. Donc, effectivement, des projets d'infrastructure ou autres peuvent influencer à la hausse ou à la baisse l'immobilier local. Alors, si on commence par les informations obligatoires, même si malheureusement des fois ça fait défaut, ça va être tout ce qui va être diagnostic immobilier, qui pour moi devraient et sont chez moi accessibles dès l'annonce immobilière. Bref, l'intégralité des diagnostics, les documents liés justement au risque naturel, géorisque, etc. Avec d'ailleurs une nouvelle obligation depuis le 1er janvier de cette année sur les sites internet, etc. Tout le volet copropriété, où on doit remettre à l'acheteur dès la première visite copie des 3 derniers procès-verbaux d'assemblée, copie du dernier décompte de charges, tout un tas de documents concernant la copropriété. Donc ça c'est le minimum syndical et même on va dire le minimum légal. Et moi j'aime aller plus loin en donnant des informations fiables sur copie recto verso de la taxe foncière pour en connaître précisément le montant. Fourniture du plan local d'urbanisme à tous les visiteurs de maison pour qu'ils sachent dans quelle zone ils achètent un bien, voir s'ils vont ou pas avoir des possibilités derrière d'extension ou pas, ou au contraire, est-ce que dans le joli champ en face qui donne une belle vue aujourd'hui, est-ce que c'est un champ qui est réellement un champ et qui est en zone agricole et qui le restera sur une longue période ou qui risque pas de devenir construit s'il est dans une zone AU, etc. Donc je pense qu'on devrait donner des documents d'urbanisme aux acheteurs, et moi je le fais, et aussi tout ce qui concerne des travaux récents, donc déclaration d'urbanisme, facture de travaux pour les garanties, etc. etc. Et en vrai, oui et non. Oui, c'est évident si, à la première rencontre d'un agent immobilier, on tombe sur quelqu'un qui malheureusement ne maîtrise soit pas assez son métier, soit n'a pas l'envie de conseiller convenablement des acheteurs. Dans ces cas-là, oui, évidemment, il faut rencontrer un deuxième, et peut-être un troisième, et peut-être un quatrième. Et à l'inverse, si on tombe sur quelqu'un qui connaît son métier quand on est passionné, il est censé s'asseoir autour d'une table et prendre déjà une demi-heure, 1 heure, avant de parler d'un bien immobilier concret, pour expliquer, par exemple, à un jeune couple dont c'est le premier achat, comment fonctionne une visite, comment va fonctionner une éventuelle offre, quels sont les tenants et les aboutissants d'un compromis, qu'est-ce qu'une condition suspensive. Dans mes agences, notamment quand on a des primo-accédants, on propose systématiquement un rendez-vous physique dans une de nos boutiques avant d'aller en visite pour passer une petite heure avec les gens et leur donner des conseils. Dans cette hypothèse-là, je pense qu'on peut se contenter d'un seul agent immobilier. Et je pense que les gens ont souvent peur de la profession de notaire, qui est une profession que j'aime beaucoup, que je respecte. Et les conseils des notaires sont gratuits. Ça, c'est le discours officiel et c'est vrai. Et la majorité des notaires, pas tous, mais la majorité des notaires jouent le jeu et acceptent de prendre de leur temps gratuitement pour recevoir aussi un couple de primo-accédants et leur donner des conseils, sous réserve évidemment d'être quelques mois plus tard le notaire rédacteur de leur achat. Mais je pense qu'on devrait
avoir moins peur de contacter les notaires, qui sont évidemment de grands conseils, moins sur l'aspect technique parce qu'ils ne visitent pas les biens pour lesquels ils rédigent les actes, mais qui ont des grandes capacités juridiques et des conseils aussi sur un aspect dont on n'a pas parlé, mais lors d'un achat, il y a l'aspect bien immobilier, mais il y a aussi l'aspect qui achète, marié, pacsé, pas marié, conséquences, etc. Donc l'agent immobilier peut être de conseil là-dessus, mais le notaire est indispensable pour justement expliquer à un jeune couple qui achète une maison, par exemple, sans être marié, qui parfois a un enfant qui n'est pas du même lit, parce que ça arrive de plus en plus dans nos modes de vie. Ben voilà, c'est super important d'être conscient de ce qui peut se passer et d'avoir le conseil d'un notaire. Donc un agent immobilier, un notaire et pourquoi pas un courtier pour le volet financement. Ça peut, si justement l'agent immobilier vous a pas donné d'informations sur l'urbanisme, eh ben vous pouvez aller les chercher gratuitement, c'est des données qui sont publiques, qui d'ailleurs des fois sont accessibles sur internet, enfin très souvent d'ailleurs même, mais si elles ne le sont pas dans les petits villages, on peut se présenter. Effectivement, rien ne vaut la discussion avec de l'humain, et effectivement, on peut, dans le cas que vous citez, en se présentant en mairie, être informé d'un projet de construction d'une école ou je ne sais quoi, que l'agent immobilier n'a pas dit, soit parce qu'il ne le sait pas, c'est pas bien, mais ça peut arriver, ou soit parce qu'il ne l'a pas dit volontairement, mais oui, c'est forcément une très bonne idée. Le délai de mise en vente, vraiment important. De façon certaine, s'il est supérieur à plusieurs mois, il y a des questions à se poser. Donc vraiment le délai de mise en vente. Si on parle d'investisseurs pour du locatif, pourquoi pas bien envisager la fiscalité, parce que je le vois souvent au quotidien, c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas. Ils pensent au bien immobilier, ils se disent il est bien placé, il est comme ça, il est comme ci, mais ils ne pensent pas après à ce que ça va donner en fiscalité, mais ça concerne uniquement les investisseurs, pas les acheteurs de résidence principale. Et si, petit conseil en vrac, notamment pour les acheteurs de résidence principale, ça je le distille autant que possible quand je rencontre quelqu'un. En ce moment, les taux immobiliers sont en train d'augmenter de façon importante, ça on le voit, ça a forcément des conséquences. Donc je rappelle aux gens qu'il est bon et souvent facile de négocier avec sa banque avant l'offre de prêt l'absence d'IRA, les indemnités de remboursement anticipées. C'est un vrai conseil gratuit, bon à prendre, facile à négocier, et qui fait que lorsqu'on revendra son bien immobilier, parce que quasiment plus personne ne garde 20 ou 25 ans son bien immobilier, la durée de crédit, on économisera plusieurs milliers d'euros pour une simple question posée à son banquier. Donc pensez à négocier l'absence d'IRA, d'indemnité de remboursement anticipé. Petit tips.